Crypto, le club. Ils sont là, nos experts crypto. Pauline Armandet, bonjour Pauline. La newsletter BFM Crypto disponible chaque lundi. Bien sûr, chacun peut s'abonner. Vous la publiez chaque lundi à 18h. Et puis bien sûr, les très très nombreux articles que vous publiez, que vous proposez chaque jour sur notre fil BFM Crypto, notre verticale. BFM Crypto, c'est un site, c'est aussi un fil Twitter que vous pouvez suivre chacun d'entre vous. Adli Takalbataï nous rejoint aussi. Bonjour Adli. Bonjour. Président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Chemise à fleurs parce qu'on va parler de pacifisme. Absolument. Dans ces temps, c'est vrai, de violence, alors que ce soit de la violence géopolitique avec la guerre en Ukraine ou des violences sociales, on voit les tensions aujourd'hui par exemple en France. Vous nous direz quel rôle les cryptos peuvent jouer pour participer à pacifier le monde. Eh oui, c'est la philosophie originelle des fans de crypto. Et vous en êtes, vous faites partie de ces pionniers des cryptos qui portaient cette philosophie originelle. Vous nous décrirez tout cela dans un instant. D'abord, Pauline, il faut qu'on parle de Binance, le géant des cryptos Binance qui fait face aujourd'hui à un nouveau problème, encore un, en Europe cette fois-ci. Oui, c'est un problème qui est en provenance de Paysafe cette fois-ci, qui est un partenaire européen de Binance et qui a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Binance à partir du 25 septembre. Aïe. Alors, Paysafe, qu'est-ce que ça permet en gros sur la plateforme ? Ça permet aux utilisateurs d'effectuer des retraits et des dépôts en euros par virement SEPA. Et donc du coup, c'est un peu compliqué pour les clients parce que juste concrètement, si on utilise la plateforme pour réaliser des retraits ou des dépôts en euros, soit on utilise la carte bancaire, soit on utilise le virement SEPA. Et on aurait tendance à dire que les utilisateurs vont privilégier le virement SEPA parce que la transaction va coûter 1 euro. Tandis que si on utilise la carte bancaire, les transactions, ça va coûter 1,8% de frais aux utilisateurs. Donc, ce qui fait que c'est quand même un enjeu pour Binance de perdre ce partenaire en particulier. C'est une mauvaise nouvelle donc, et ce partenariat qui s'arrêterait, vous nous le disiez, à partir du 25 septembre. Ouais, fin septembre. Bon, on imagine donc que Binance est à la recherche d'un remplaçant, d'un nouveau partenaire bancaire en Europe. Sans ce partenaire, est-ce que les retraits et les dépôts en euros sur Binance peuvent être bloqués ? Alors, c'est toute la question. Moi, j'ai contacté le porte-parole de Binance qui, pour l'instant, ne peut pas confirmer cette information. Ce qu'on sait, a priori, c'est que sans partenaire bancaire, en tout cas, les virements en SEPA seraient a priori bloqués. Mais les retraits et les dépôts, de manière générale, ça, c'est une autre question. Peut-être que ça serait aussi très compliqué du côté de Binance. Et donc, du coup, Binance se retrouve à la recherche d'un nouveau partenaire. Il a 3 mois pour le faire. Mais c'est vrai que dans ce contexte où son image est déjà affaiblie par l'assignation en justice du gendarme boursier américain à l'égard de Binance, ça sera peut-être un peu compliqué pour Binance de trouver un partenaire pour remplacer Paysafe. Eh bien, dites donc, les déboires s'accumulent pour Binance. Donc, Paysafe qui lâche Binance à partir du 25 septembre prochain. Et s'il n'y avait que cela, il se trouve que, alors Binance, bien sûr, doit se battre, beaucoup de vents contraires aux États-Unis, mais aussi des mauvaises nouvelles en Europe qui s'accumulent. Il y a Paysafe, mais pas que Paysafe, en l'occurrence. Une autre mauvaise nouvelle venue d'Allemagne, notamment aujourd'hui. Pauline. Effectivement, alors d'Allemagne aujourd'hui dans le sens où l'information n'a pas encore été confirmée du côté de Binance ni du côté de la BaFin, donc le régulateur financier allemand, mais effectivement Binance, c'est une information du journal allemand Finance Forward, très bien, qui explique que Binance aurait visiblement perdu sa licence réglementaire qui lui permettrait de conserver donc des crypto-monnaies notamment en Allemagne. Et en fait, ça rejoint déjà tout un mouvement de pays européens où Binance a perdu sa licence réglementaire. En tout cas, il avait fait des demandes et finalement, ces demandes ne seront pas effectives. C'est le cas à Chypre, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Autriche également. Donc là, en l'espace de quelques jours et depuis que la SEC a visé Binance, Binance a perdu vraiment de son poids, notamment dans ces différents pays européens. Alors pour sa défense, Binance va dire que elle préfère se concentrer sur d'autres pays européens, notamment la France, l'Italie et l'Espagne. Mais on voit bien que ça commence à être assez
assez compliqué pour la bourse crypto de se s'imposer en Europe, notamment depuis que les États-Unis l'ont visée et que, pour ces soucis réglementaires, elle préfère un peu s'éloigner de certains pays. Oui, et puis il y a eu aussi des perquisitions chez Binance France il y a quelques jours. Oui. Ça n'empêche pas Binance quand même de continuer de monter en puissance ici dans l'Hexagone. Binance France a d'ailleurs été élu au bord de l'ADAN. L'ADAN, c'est le lobby français des crypto-monnaies. Ce sont les informations de The Big Whale publiées il y a quelques heures. Oui, effectivement, et c'est assez paradoxal parce que comme on le disait, dans les autres pays européens, Binance a tendance à reculer, alors qu'en France, effectivement, Binance, qui se retrouve donc au bord de l'ADAN, le lobby français et européen des cryptos, comme vous l'avez dit, Guillaume. Et dans ce contexte, évidemment, ça grince un peu des dents, comme le disait The Big Whale. Il y a un membre de l'ADAN qui explique, pas sûr que ce soit la meilleure idée dans le contexte actuel que connaît Binance avec son assignation en justice de la part de la SEC, les enquêtes en France pour, on le rappelle, des faits à la fois de blanchiment aggravé, mais également Binance qui aurait opéré en tant que prestataire de services sur actifs numériques avant même d'obtenir cette fameuse licence de l'AMF. Donc Binance est quand même en difficulté en France, mais elle trouve le moyen de se faire élire au bord de l'ADAN. Bon, bien joué, on a envie de dire bien joué pour Binance. Bon, après, présomption d'innocence quand même, toujours. Oui, il faut attendre évidemment plus de détails sur ces enquêtes, mais ça n'empêche pas que Binance continue d'évoluer en France. Je vous vois sourire, Adli. Non, pour le coup, non, Si. Je souris sur la nomination au board. C'est vrai que c'est cocasse, mais après... Est-ce que, j'ai l'impression que Binance a quand même réussi à s'établir en France, que ça a pris quand même pas mal de temps, etc., même pour acquérir le PSAN. Oui. Donc je pense qu'ils ont quand même déjà des relations assez fortes avec le régulateur. Je pense qu'une entente va être trouvée sur ces dossiers. Je pense pas que Binance va prendre le même soufflet qu'ils ont pu prendre là en Allemagne, en Belgique, etc. Il y a quand même une grosse décision d'installer plus ou moins un siège quand même en France. Ça serait curieux de la part du régulateur qu'ils ont déjà rencontré qu'ils prennent une décision contraire maintenant que la SEC. En tout cas, ça serait, une expression politique forte de s'aligner sur les US simplement parce que les US prennent une décision. Adli, c'est toujours intéressant de vous recevoir parce que vous portez l'avis des idéalistes autour du Bitcoin. Vous voyez dans le Bitcoin vous-même, Adli, d'ailleurs vous êtes un des pionniers de l'écosystème crypto en France, vous voyez dans le Bitcoin un outil de libération. Alors c'est intéressant. Vous êtes emprunt, gorgé, vous, Adli, de cette culture cyberpunk et on vous reçoit effectivement parce qu'une partie de la communauté partage vos valeurs qu'il va falloir aujourd'hui, franchement, nous expliquer. Quand je vous ai proposé de venir aujourd'hui, vous m'avez dit je voudrais interpeller les gens sur les cryptos et leur rapport à la violence, alors qu'on est, c'est vrai, en pleine guerre en Ukraine, notamment la violence d'État, la violence géopolitique, et puis la violence sociale aussi, qui marque notre époque. Les sociétés s'agitent et on le voit aujourd'hui même, hier soir, les violences dans certains quartiers et villes de France, par exemple, après le drame de Nanterre. Crypto et violence. Pardon, mais quel rapport ? Quel rapport dans le sens où... Si on revient déjà en arrière, moi c'était aussi pour le mettre en comparaison avec ce qu'on reproche aux cryptos, entre guillemets, qui ont l'air parfois d'être le diable suprême, alors qu'à mon sens c'est avant tout un outil qui soit est plutôt révolutionnaire, qui est politique clairement, mais qui reste un outil, qui a des fondements organisationnels. Je ne sais pas s'il est d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique. En tout cas, il a des fondements organisationnels qui sont plutôt horizontaux, plutôt dans une logique d'ordre auto-spontané, de ce genre de choses, qui sont plutôt d'idées anarchistes, qu'elles soient de gauche ou de droite, j'ai envie de dire. Et donc l'idée, c'était de réfléchir au fait que Bitcoin, finalement, est un moyen de reprendre le contrôle sur des institutions de manière non violente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant Bitcoin, si on voulait avoir un impact sur la monnaie ou reprendre le contrôle sur la monnaie, on brûle les banques et on brûle la banque centrale. Ou on passe par les urnes. Mais on sait que par les urnes, c'est très complexe. Et que généralement, les grands changements se font, hélas, assez peu par les urnes. Donc, les cryptos sont une solution d'émancipation, ou en tout cas qui permettent de s'inscrire dans un autre système sans pour autant quitter sa territorialité et rester à l'endroit où on vit. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas forcément envie de m'expatrier dans un autre pays. On est bien en France, on est très bien en France. Mais en revanche, je ne suis pas du tout d'accord avec... Il y a des impôts, d'accord. Mais hors impôts. Mais je ne suis pas d'accord avec le système monétaire tel qu'il est actuellement. Je peux choisir finalement d'éviter le système bancaire et d'aller vers Bitcoin pour
au contraire, revendiquer, enfin, même sans revendiquer, mais en tout cas, moi, m'inscrire dans une autre réalité monétaire, parce que celle que je vis ne me plaît pas. Et finalement, cette alternative avant Bitcoin, elle n'existe pas trop. Et surtout, cette alternative avant Bitcoin, elle est surtout via de la révolte sociale et de la lutte sociale. Alors que là, on peut dire que c'est de la lutte sociale, mais en tout cas, elle n'est pas violente. Et c'est quand même une grande différence. Mais je ne comprends pas très bien, par exemple, un Européen qui a la chance, le privilège de bénéficier d'une devise stable, référente, comme un Américain avec le dollar. Il n'a pas forcément envie, besoin de changer de système monétaire, peut-être contrairement à d'autres, aux citoyens d'autres pays où les devises sont peut-être beaucoup plus volatiles, effectivement. On peut le voir de deux manières différentes. On peut voir ce citoyen européen qui serait content d'avoir une monnaie stable et des moyens de paiement avec lesquels il peut payer, mais on peut aussi voir le citoyen européen qui voit petit à petit des projets de CBDC, qui sont potentiellement liberticides. L'euro numérique. Pardon, l'euro numérique, qui sont potentiellement liberticides, qui peuvent mener à des dérives, comme on peut le voir en Chine, des lois qui veulent interdire le chiffrement. Donc il peut aussi avoir une méfiance des institutions, il peut aussi avoir une méfiance de la gestion monétaire et financière de l'Europe. Je veux dire, on a traversé une crise, quand même, une récession immense, qui est du fait de l'organisation même de nos institutions monétaires. Donc ça, c'est quand même un... Quelle récession ? La récession d'il y a La crise des dettes. Oui, la crise de la dette, qui est clairement due à la politique monétaire européenne. Enfin, la crise Covid, les aides des États aux différents citoyens pendant la crise Covid, elle était liée, due, construite grâce à la Banque Centrale Européenne, en l'occurrence. La crise Covid, elle a surtout fait doubler les plus gros revenus, les plus gros patrimoines européens. C'est-à-dire que si on prend la courbe des millions d'euros et qu'on prend la courbe de la fortune de M. Arnault, elles sont absolument symétriques. Sans doute, mais imaginez s'il n'y avait pas eu ces aides, combien de gens seraient à la rue aujourd'hui ? Bien sûr, je ne nie pas que c'était bien les aides. Je ne dis pas que c'est idéal et qu'on vit au paradis, mais heureusement qu'il y a eu ces aides. Et elles ont pu voir le jour grâce à la Banque Centrale Européenne et à ces taux très très bas, etc. etc. Les programmes, la PP et compagnie. Mais sans aucun contrôle démocratique. Via des gouvernements, des hommes-providence à la rigueur, qui s'en gargarisent en plus, alors que malgré tout, c'est notre monnaie. Donc finalement, c'est nous qui sommes souverains sur cette monnaie théoriquement. Et là, on confie la monnaie à des organismes privés, sous tutelle entre guillemets publique, mais privés tout de même. Et on peut se dire que une solution, si demain 60% de la population française se dote d'outils alternatifs de paiement et d'outils alternatifs monétaires, en tout cas, les gouvernants devront prendre en compte ce mouvement sans pour autant qu'il y ait eu de violence ou de revendications violentes. C'est simplement ce qu'on appelle un peu dans ces milieux-là la capacité d'opt-out, de sortir du système petit à petit sur des choses qui étaient très institutionnelles et dont il était impossible de sortir avant. Et désormais, on pourrait même imaginer d'autres institutions voir le jour sur Bitcoin, sur Ethereum ou avec d'autres outils et d'autres infrastructures, que ce soit pour gérer notre identité, notre justice. On peut même aller jusqu'à les télécommunications et les transports, parce qu'en fait, on a des modèles qui permettent de créer des institutions, et Bitcoin le prouve, c'est-à-dire que c'est une quasi-institution monétaire qui vit depuis maintenant plus de 13 ans et qui fonctionne, même si elle est volatile, même si elle a ses défauts. Elle remplit les buts qu'elle veut remplir, c'est-à-dire avoir un actif non saisissable, qui est organisé horizontalement et qui est limité et qui permet d'avoir un accroissement de valeur, en tout cas pour ceux qui donnent de la confiance dans mais je vous ai bien entendu, vous venez de dire qu'on pourrait laisser les clés des télécommunications ou de la justice au protocole Bitcoin, c'est ça? Non, enfin ça serait d'autres protocoles, des règles par-dessus, soit par-dessus Bitcoin, soit sur d'autres infrastructures de réseau. Mais en tout cas, il y a déjà des réseaux qui permettent de prendre des décisions de justice. Sur Ethereum, par exemple, il y a Kleros, où quand on a un smart contract qui est un smart contract où on a une non-certitude parce que l'information à l'extérieur, par exemple la météo, en cas de litige, on peut saisir une cour décentralisée, qui s'appelle sur Kleros, avec un jury qui va délibérer sur cette cour sur ce cas de figure, et donc actionner un oui ou un non dans le smart contract en quelque sorte, ou ça peut être un gradient bien sûr, et ça joue le rôle d'un tribunal d'arbitrage et ça fonctionne. Enfin, sur les cas FTX ou Terra Luna, il y a des assurances décentralisées. Mais ce serait quoi, des justices privées? Enfin, de quoi on parle Non, parce que moi je vois tout ça comme des communs. C'est-à-dire qu'on aime bien dire que Bitcoin c'est une monnaie privée. Pour moi c'est une monnaie commune. Parce que du moment que tout est ouvert, que j'ai accès à tout et que je peux avoir un impact si avec un groupe, soit je refais la même chose avec des règles différentes, soit j'essaie d'influencer les règles du projet commun, je ne vois pas du tout ça comme quelque chose de privé. Mais qui fixe le droit dans ce système-là? Mais qui fixe le droit dans le système? C'est théoriquement nous, en fait, de manière indirecte, mais c'est nous aussi. Ouais.
Ouais, enfin, je sais pas. Non, mais je comprends que ce soit J'ai perturbant. le sentiment que vous êtes déjà au 28e siècle, en l'occurrence. Non, c'est juste que je pense que les cryptos... Dans une forme de dystopie, en quelque sorte. Ah non, c'est pas une dystopie, au contraire. Un peu, quand même. Pour moi, la dystopie, c'est plutôt l'État qui nous espionne, qui nous permet même plus de faire une transaction sans devoir regarder ce qu'on fait, qui nous interdit tout un tas de choses. C'est plutôt le flicage généralisé qui laisse la porte à du tout à l'heure. Ça, les devises numériques, l'euro numérique, ça vous plaît pas du tout? Ah non, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Ouais. Enfin, vous disiez oui, parce que par exemple en Chine, le yuan numérique va permettre de contrôler davantage encore les Chinois. Mais attendez, c'est pas parce que les Chinois ont des pratiques qu'il faut absolument craindre les instruments. Je vais vous donner l'exemple d'Internet. Les gens sont plus que fliqués en Chine sur Internet. C'est pas pour autant qu'en France, on va se priver d'utiliser Internet. Ah bien sûr, mais par contre, on voit qu'il y a de plus en plus de tentations d'aller vers des lois plus dures contre le chiffrement, contre Internet. Il y a aussi, parce qu'il y a un activisme militant, on va dire, qui défend les droits numériques et les droits en ligne. On ne franchit pas encore trop de lignes rouges, mais il y avait les IMSI catchers, par exemple, qui voulaient espionner les télécommunications, les sénateurs qui viennent d'approuver qu'on puisse activer votre téléphone à distance pour écouter ce que vous racontez. Oui. Moi, ça me pose énormément de problèmes. Parce que demain, un gouvernement différent, étant beaucoup moins bien libéral, il faut le dire, pas économiquement, mais sur le flanc des mœurs et des pratiques. Enfin, en tout cas, on laisse le champ libre à du potentiel totalitarisme, et ça, c'est très inquiétant, à mon sens. D'accord. Donc pour vous, c'est important d'avoir des moyens, en tout cas, alternatifs qui ne sont pas forcément violents. C'est une clé alternative de gouvernance. C'est comme ça que vous voyez effectivement Bitcoin. C'est des institutions alternatives dans le cyberespace qui ne sont pas dépendantes d'une territorialité, en quelque sorte. Bon, mais enfin, en même temps, la représentativité des électeurs, etc., ça compte dans une démocratie. Vous imaginez... Pas dans une démocratie représentative. Eh oui, dans les nôtres. Oui, dans la nôtre, par exemple. Effectivement. Mais votre système basé sur Bitcoin, il fonctionne si tout le monde est sur Bitcoin et qu'effectivement chacun y est représenté. Si c'est pas le cas, si c'est une minorité, ce sera de la justice privée, votre truc. Ou ce sera de la démocratie privatisée, ou des petits groupes. Il y a aussi des logiques d'adhésion. C'est-à-dire que quand... Moi, le problème, c'est qu'on m'a jamais demandé si j'adhérais à la Constitution française. C'est-à-dire que je suis né en France, je suis français, mais j'ai pas délibéré sur la Constitution française. Tandis que là, il y a une notion de choix. Ce sont vos aïeux l'ont fait pour vous. Mais il n'y a pas de monopole de la violence, en tout cas. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit les règles sont comme ça. C'est-à-dire que j'adhère ou non, finalement, à un système. Et c'est ça qui change également. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation. Et cette non-obligation porte en elle le fait que tout système peut marcher. Même si j'ai envie de dire, même s'il y avait des dictatures éclairées, si quelqu'un choisit sa dictature éclairée de pleine conscience, grand bien lui fasse. Moi, ça ne me pose pas de problème. C'est lui qui l'a choisi, en tout cas. Oui. Vous n'aimez pas le compromis, en quelque sorte. Ah, si. En plus, je suis plutôt un homme de compromis, mais en revanche, je pense qu'il y a des vrais dangers par rapport au futur, à notre futur à tous, par rapport à nos libertés individuelles, sur le plan de la vie privée. Non, mais effectivement, on arrive sur un moment où la puissance technologique peut donner... on est dans un entre-deux, quoi. Et concentrer dans des mains très restreintes des pouvoirs, des super-pouvoirs qu'auparavant n'existaient pas sur l'ensemble des citoyens. C'est le risque aujourd'hui de notre époque. Ça ouvre une petite porte alternative d'organisation. Effectivement, les cryptos et les blockchains peuvent apporter une forme de clé. Contre-pouvoir. Adi Takal Bataille, contre-pouvoir. Président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. C'est intéressant de vous écouter, parce qu'on est au cœur là, de la philosophie, j'avais envie de dire primitive, mais au sens positif du terme de l'écosystème. Merci beaucoup Ali de nous avoir accompagnés. Pauline Armandet qui fait vivre justement cet écosystème sur BFM à travers la newsletter BFM Crypto que vous pouvez bien sûr scanner ou flasher si vous nous suivez à la télévision. Le QR code apparaît régulièrement sur vos écrans.